Aujourd'hui, on va parler de la plateforme Insights, à laquelle vous avez accès au Maroc via, le CNRST, l'IMIST, dans les ressources électroniques et donc Insights, il y a 2 grands cas d'utilisation. Le 1er, c'est, la comparaison. On va essayer de comparer différentes entités, des pays, des institutions, des organisations, organismes de recherche, des chercheurs, des journaux, différentes sources, même les conférences et les livres, pour comparer leur impact. Donc ça, c'est le premier cas d'utilisation. Donc on s'intéresse au passé, ce qui a déjà été fait, et on essaie de comparer les différents niveaux d'impact. Et le deuxième grand cas de figure, c'est la stratégie. Donc on s'intéresse à ce qu'on va faire. Alors aujourd'hui, j'imagine qu'il y a essentiellement des chercheurs, jeunes chercheurs, chercheurs plus expérimentés, doctorants. Donc je vais essayer de faire un peu des deux. Et c'est aussi un outil auquel on ne pense pas toujours quand on fait sa synthèse de littérature. Surtout que depuis peu, il y a un nouveau module qui s'appelle Research Horizon Navigator. Donc, c'est un navigateur de l'horizon de la recherche. On s'intéresse à où va la recherche. Donc, c'est plutôt les sujets émergents. Et ça, c'est un outil très puissant quand on fait une synthèse de littérature. Ou même quand on veut définir sa stratégie, bon, on se pose la question de quels sont les sujets émergents. Quels sont les sujets où il n'y a pas encore eu beaucoup de travaux de recherche. Donc je vais parcourir et essayer de répondre à ces différentes questions dans la session d'aujourd'hui. Alors, l'agenda, il est le suivant. Accéder à Insights avec un abonnement institutionnel. Donc, au Maroc, la tâche est relativement facilitée dans le sens où il y a un accès centralisé via l'IMIST, donc via la plateforme IMIST, ressources au pluriel .imist.ma. Vous utilisez votre compte institutionnel, votre adresse institutionnelle, l'adresse de votre université pour accéder aux différentes ressources électroniques, dont Insight, donc Web of Science. Lors d'un webinaire, j'avais expliqué l'intérêt de créer son compte Web of Science pour utiliser le même compte à travers les différentes ressources électroniques de Clarivate, c'est-à-dire Web of Science, Journal Citation Reports, EndNote et Insights. J'avais aussi parlé de Master Journal List. Ok. Donc, ça, c'est pour accéder à Insights. Ensuite, je vais parler des données Insights, leurs sources, la mise à jour, les utilisations, les différentes fonctionnalités essentielles pour l'analyse des données. Et ensuite, je partagerai avec vous les liens des ressources disponibles. Alors, il y a déjà une question de chat de Majida qui dit il n'y a pas Insights dans ressources de l'IMIST. Alors, je vais expliquer, il n'y a pas un lien direct, même si on pourrait créer ce lien, mais la logique est la suivante, on crée un compte via ressources. Alors, je vais essayer de le faire. Alors, moi, je suis basé, je suis pas au Maroc aujourd'hui, donc ça va me donner un message d'erreur qu'il faut être connecté depuis le Maroc. On crée un compte, vous allez accéder aux ressources électroniques. Là, l'objectif, c'est de créer un compte et d'accéder au Web of Science. Une fois que vous avez accédé au Web of Science, vous créez votre compte, et ça, c'est un compte Clarivate. C'est un compte gratuit qui vous donne l'accès au Web of Science. Une fois que vous avez créé ce compte, vous pouvez accéder au Web of Science directement. Vous n'avez plus besoin de passer par ressources de l'IMIST. Mais le Web of Science Clarivate, nous, on va vous reconnaître comme étant un utilisateur marocain, donc basé au Maroc, qui a accédé la première fois via l'IMIST. Et ça vous donne un accès mobile ou nomade pendant 6 mois. Après 6 mois, vous allez avoir un message qui dit, voilà, il faut se reconnecter depuis ressources. Mais ce même compte que j'ai ici, là, mon profil, c'est le même compte que je vais utiliser pour accéder à Insights, Journal Search Reports, EndNote, etc. Donc, c'est ça l'étape, c'est accéder aux ressources électroniques. Si vous avez accès au Web of Science, normalement ici, vous avez documents ici ou documents, ça vous donne l'accès complet. Une fois que vous avez ça, cette page complète, vous créez un compte ici. C'est un compte gratuit. Donc, vous verrez un message ici qui dit Register ou inscription.
Là, vous pouvez créer votre compte avec n'importe quelle adresse mail et ensuite vous utilisez le même compte pour accéder aux autres ressources. OK. Pardon, Jamel, Oui, j'ajouterais Julia, juste vas-y. pour les chercheurs, les doctorants qui n'ont pas encore leur email institutionnel, ils peuvent accéder, faire la même chose et accéder aux bourses à partir de leur campus universitaire, à partir de tout OK. Oui, bien établissement sûr. affilié à l'université. Donc, parce que les nouveaux inscrits, peut-être qu'ils mettent du temps pour avoir l'email institutionnel. Au cas où ils ne l'ont pas, ils peuvent accéder directement à partir du réseau de l'université. Ouais. Merci, Touria. Oui, oui, c'est un très bon point et c'est aussi comme ça qu'on donne l'accès. Au niveau des institutions, on a typiquement ce qu'on fait, c'est qu'on a les adresses Internet, les adresses IP des établissements. Vous n'êtes pas obligé, si vous n'avez pas encore de compte institutionnel ici, il suffit d'ouvrir webofscience.com depuis le réseau Internet de votre université. Je sais pas, moi, vous êtes à Arnetra, Oujda, Agadir, etc. Vous vous connectez sur le réseau Internet de votre université, vous ouvrez webofscience.com, ça devrait marcher. D'accord? Et à partir de là, vous créez votre compte comme je l'ai mentionné ici. Euh, alors, le son, je vois deux commentaires. Le son, est-ce que le son est correct? Message de Hamza et de Habib. Le son est Le son très est bon, hein. audible. C'est très bon. Parfait. Ok, ok. Oui. Alors on va poursuivre. Euh, je repars sur ma présentation ici. Alors j'ai quelques slides. Moi, l'objectif, c'est que j'ai envie de passer un maximum de temps sur la plateforme. Euh, la page d'accueil, vous verrez, ici, vous avez un compte partagé pour toutes les ressources Clarivate. Donc, bon, ça, c'était ma collègue qui a fait cette présentation. Et on utilise la même adresse mail. Elle utilise la même adresse mail pour accéder aux autres solutions, aux autres produits. Et vous allez avoir ici le menu, donc analyse, faire un rapport, organiser vos données, vos rapports. Et il y a un autre module qui s'appelle My Organization. Et ensuite, vous verrez, il y a aussi maintenant Research Horizon Navigator. Les données Insights, c'est très important. On a fait une session complète sur le Web of Science. Dans Insights, on parle de Web of Science Core Collection, c'est-à-dire les journaux indexés, ce qu'on appelle les journaux indexés ou journaux avec facteur d'impact. Donc ça, c'est les journaux en sciences sociales, sciences artistiques, sciences humaines et les journaux dits émergents. Ensuite, on a les colloques ou les conférences, les congrès en sciences et en sciences sociales, sciences humaines. Et on a les livres, pareil, en sciences, sciences sociales, sciences humaines. La différence avec le Web of Science, c'est que Insight est limité à 1980. Donc, on n'a pas cette visibilité-là ici. Donc, on s'intéresse aux 45, 46 dernières années. OK? Dans Insights, vous verrez, vous pouvez spécifier la période qui vous intéresse sur l'analyse, les périodes d'analyse que vous voulez faire. Insights, en fait, c'est un jeu de mots en anglais, hein. Insights, écrit différemment. I-N-S-I-G-H-T. C'est en gros, l'objectif, c'est d'avoir des informations sur ce qui se passe dans la recherche, mais c'est aussi un jeu de mots avec le terme citation. D'accord? Dans Insights, on va avoir plein d'indicateurs qu'on peut combiner pour essayer d'avoir une vision ou une vue globale d'une entité. Quand je dis une entité de recherche, vous allez m'entendre dire ça plusieurs fois aujourd'hui, je parle du chercheur, de son entité, de son institution, du pays, l'agence de financement, le, le journal où ces publications sont euh, publiées et, et même le département. On peut avoir même des informations au niveau d'un département. Dans le niveau des indicateurs, il y a plein d'informations. Il y a différents types d'indicateurs. Vous allez entendre parler dans votre carrière beaucoup de indice H, Journal Impact Factor, le facteur d'impact, etc., ou le quartile. Donc ça, c'est quelques indicateurs très connus, mais vous allez avoir après différents types d'indicateurs. Et il y en a plein qu'on peut combiner de différentes façons. Il y a des indicateurs liés à la productivité et l'impact. La productivité, bah, ça peut être par exemple le nombre de publications. Des fois, dans les couloirs, on va dire, ah, ce chercheur, il a plus de, je sais pas moi, 50, 100 publications. Donc, c'est un indicateur de productivité. Ensuite, on a le nombre de citations, l'impact de citations, et ainsi de suite. Et on a des indicateurs
un peu plus sophistiqués que d'autres. On a aussi des indicateurs liés à la position de l'auteur, ça peut être intéressant. On va regarder la proportion des publications de ce chercheur en tant que premier auteur, dernier auteur ou auteur correspondant. Ça, c'est des indicateurs dans certains domaines, bien sûr, où l'ordre a une importance. C'est pas le cas quand l'ordre est alphabétique, en mathématiques, en biosciences en général, ou en économie, l'ordre, il est alphabétique. Donc là, l'ordre des auteurs, il n'y a aucune signification. Ensuite, on va avoir des indicateurs normalisés, où, comme on l'avait vu dans le webinaire concernant les journaux, Journal Impact Factor, ce n'est pas un indicateur normalisé. C'est un indicateur brut, c'est une moyenne brute. Il n'est pas normalisé, donc on n'a aucune comparaison avec la moyenne dans son domaine. D'accord? Ensuite, on a les top performances. Donc, par exemple, encore une fois, je prends un chercheur, il a 250 citations sur toutes ses publications. Bah, ça ne me donne aucune information. Est-ce qu'il est dans le top 1%, top 10% et ainsi de suite. Pareil, performance au niveau des publications. Ensuite, on a aussi des indicateurs intéressants qu'on classe en tant qu'indicateur de collaboration. Et là, c'est important, c'est les collaborations en termes de copublication. Parce qu'on peut collaborer avec quelqu'un, mais rien publier du tout. Et ça reste une collaboration qu'on ne peut pas mesurer à partir des publications. Là, on parle de copublication. Par exemple, je suis affilié à l'université, je ne sais pas moi, Qadi Ayad, à Marrakech, et je publie un article avec l'OCP, qui est une entreprise. Donc ça, c'est une copublication, c'est une collaboration avec l'industrie. OK? Et on va avoir des différents types de collaborations. Ça peut être le secteur de la santé avec le secteur académique, gouvernemental, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, on peut aller très loin au niveau des publications. Ça peut aller très, très, très loin au niveau des indicateurs et on peut en tirer des informations très, très riches. Après, on a les indicateurs qui, en vérité, proviennent du Journal Citation Reports. Vous vous rappelez la session qu'on avait faite il n'y a pas très longtemps? Bah, c'est l'intelligence ou de l'information au niveau des journaux. Le pays de la maison d'édition, le facteur d'impact, proportion, again factor, proportion de publication en accès ouvert, et ainsi de suite. Tous ces indicateurs-là sont disponibles dans Insights, c'est énorme. Ce qui est intéressant, dans Insights, on a un indicateur, deux indicateurs normalisés dans Web of Science, mais vous les avez aussi dans Insights, c'est la normalisation. Quand je dis par exemple une publication, elle a été citée 20 fois, il y a des domaines où 20 citations, c'est énorme. Entre 0 et 25, 20, le niveau, il est plutôt élevé. Alors qu'il y a d'autres domaines où 20 citations, c'est relativement faible. Donc, comment on fait? On va normaliser pour mettre tous ces indicateurs-là dans leur contexte. OK? Et là, on peut le faire à différents niveaux, au niveau des pays, des institutions, des agences de financement, etc. Comment on normalise? On prend 3 niveaux d'information. On a le domaine, on a le temps écoulé, parce qu'une publication de l'an 2000, elle a été citée 20 fois. C'est pas pareil qu'une publication de 2024 qui a déjà été citée 20 fois. Donc, on va prendre le temps écoulé, donc l'année de publication, et ensuite le type de document. On le sait, il y a des documents comme les synthèses de littérature, en moyenne, sont plus cités que les articles originaux. Voilà, donc c'est ce que je dis ici. Les articles de synthèse, en général, sont plus cités que les articles de recherche primaires, les livres ou les éditoriaux. Pardon. Et donc, ici, on va avoir 3 informations dont on a besoin au niveau des publications pour normaliser. Donc, en gros, ici, il y a des questions auxquelles on peut essayer de répondre. Alors, j'ai pas traduit les questions, mais quelles sont les institutions académiques, gouvernementales et de l'industrie qui ont publié ou qui publient le plus, ou la recherche la plus influente? Quels sont les centres de recherche dans une région spécifique, centres de recherche, centres d'excellence? Où est-ce que je me compare par rapport à ces centres? Quels sont les experts dans une région particulière ou une discipline?
Quels sont ce qu'on appelle les thought leaders, les experts dans un sujet précis, sur un sujet précis? Qui finance la recherche dans mon domaine? Quelles institutions ou quels auteurs bénéficient de ces financements? Et quelles institutions dans euh, c'est-à-dire quel département dans mon institution travaille déjà sur ces sujets? Et ça va être très important pour les collaborations, ce qu'on appelle intra-institutionnelles. Quelles sont les collaborations qui ont le plus d'impact? Quels sont collaborateurs, les collaborations internationales qui ont le plus d'impact? Alors, pour les fonctionnalités essentielles, vous allez voir, Insight, c'est relativement facile d'utilisation. On a, quand on débute, on a déjà des rapports qui existent. Tout ce qu'on a à faire, c'est sélectionner l'institution et mettre une période, et on va avoir un rapport qui est déjà tout fait. Donc ça, c'est plutôt pour les débutants. Mais après, vous allez voir que bah, les rapports, ils sont bon, relativement, ils sont complets, mais ils sont relativement basiques. C'est un bon début. Après, il y a les analyses un peu plus expertes, où là, on va dire qu'on veut commencer une analyse. On va dire quelle est l'entité, le type d'entité qu'on veut analyser, les chercheurs, les institutions, les pays, les domaines de recherche, euh, les sources, c'est-à-dire les journaux, les livres, etc., les conférences, les agences de financement. Ensuite, on va préciser les questions auxquelles on veut apporter des éléments de réponse, choisir des filtres. Par exemple, je vais faire cette analyse pour la période 2020-2024, par exemple. Et ensuite, on peut sauvegarder ces analyses dans des rapports et mettre à jour automatiquement ces rapports de manière régulière. Bien sûr, on peut exporter ces données si on ne veut pas faire ces rapports dans Insight. Je ne sais pas, on est plus à l'aise avec Excel ou on veut faire sa propre visualisation, c'est aussi possible. Alors, comment on fait pour ajouter des filtres et trier les résultats? Bon, c'est relativement simple. Sur la gauche, vous verrez, il y aura pas mal de filtres. D'accord? Par exemple, ici, il y a une analyse qui est faite pour la France. Je ferai la même chose euh, pour le Maroc tout à l'heure. C'est une analyse assez rapide. Donc ça va être, par exemple, les collaborations avec la France. On peut trier, on peut avoir un indicateur d'impact. Ensuite, ici, on a une période donnée qui est les 5 dernières années. Et ensuite, on va pouvoir faire ici des filtres selon le domaine qui m'intéresse. Ensuite, les indicateurs, il y en a plein. Ici, là, vous voyez, Add Indicator, pour ajouter un indicateur. Les indicateurs, il y en a un paquet, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, des indicateurs relatifs à la production, relatifs à l'impact, à la collaboration, la réputation, l'accès ouvert. Et on a ce qu'on appelle les baselines. En gros, on va comparer avec le monde, avec toutes les entités, ou une sélection. D'accord? Donc, c'est comme ça qu'on ajoute les indicateurs qui nous intéressent. Alors, comment on fait on n'a plus besoin de cette astuce. Maintenant, on a aussi un téléchargement en CSV Excel. C'est relativement nouveau. Avant, c'était qu'en fichier CSV. Maintenant, on a aussi le format Excel qui est disponible. Donc, on peut télécharger directement euh, les données, nos analyses, et on peut exporter jusqu'à 50 000 lignes d'informations. Euh, Quand on clique Trend, bon, Trend, ça va vous donner des données historiques, pouvoir faire une analyse de tendance. Par exemple, ici, j'ai 899 journaux, d'accord, qui ont publié quasiment 2000 publications. C'est essentiellement de la physique, je pense, ici. Je peux télécharger cette liste, ce tableau dans un fichier Excel, et je peux même avoir les données historiques si ça m'intéresse. Alors, les chiffres en vert ou turquoise ici, tous ces chiffres on peut les cliquer. Et quand on les clique, en fait, on va avoir la liste des documents qu'on peut aller voir dans le Web of Science. Donc, on peut rebasculer dans le Web of Science pour faire ce que je disais tout à l'heure, une synthèse de littérature à partir des données d'Insights. Ensuite, au niveau des données, on peut les visualiser. On a par exemple
Ici, différents types de visualisation. On a ces graphiques circulaires pour les proportions, ça c'est pas mal. Bar graph, donc en barre, graphique en barre horizontale. Une cartographie, on a ce qu'on appelle les tree maps, les tendances, et ainsi de suite. Il suffit de choisir la visualisation, l'indicateur qu'on veut visualiser. Donc là, par exemple, je vois pour ces universités anglaises le nombre de publications, d'accord? Et ensuite, ça, je peux télécharger la visualisation, format image, rajouter donc jusqu'à 15, parce qu'à partir de 15, le graphique, ben, il ne veut plus rien dire. Enfin, il va être très difficilement lisible. Et ensuite, on peut ajouter cette analyse dans un rapport. On va l'analyser, à l'ajouter dans un rapport. Je vais lui dire, par exemple, c'est le nombre de publications dans mon tableau de bord pour l'Angleterre entre 2010 et 2020. Et je peux bien sûr partager ce rapport, le télécharger en fichier PDF et ainsi de suite. On peut créer un rapport, il y a des rapports très, très sympas à construire. On peut le faire au niveau de n'importe quoi, c'est-à-dire chercheur, institution, domaine de recherche, pays, et ainsi de suite. Et bien sûr, on peut s'amuser à faire ça quand on fait une synthèse de littérature, et on peut justifier en disant, voilà, j'ai fait une analyse dans le Web of Science, c'est-à-dire dans Insights, sur les données du Web of Science, et j'ai constaté que il y avait peu de publications sur le sujet, et ainsi de suite. Donc, on peut aussi justifier sa contribution de cette façon. Ici, il y a des différentes données, productivité, financement. Là, on appelle ça le SWOT analysis. On va comparer les citations et le volume. Et ici, l'impact sur les publications en accès ouvert. Et pour chaque analyse, on peut repartir sur l'analyse. Sur chaque graphique, on peut repartir sur l'analyse sous-jacente. C'est-à-dire View Data, si je clique View Data, ça me rebascule sur l'analyse. Alors, on a aussi la possibilité de partager les rapports. Donc, par exemple, ici, quelqu'un a partagé un rapport avec vous, vous allez recevoir une notification et il y a des collègues qui auront partagé ce rapport-là, par exemple, euh, qui réplique le classement US News. Donc là, on peut le voir aussi ici. Mais comme c'est un rapport que j'ai pas fait moi-même, on peut le visionner ou visualiser, mais on peut pas l'éditer. D'accord? Alors, dans la présentation, vous verrez, vous aurez accès à des ressources, différentes ressources directement dans dans la plateforme, une section aide ici. Il y a ce qu'on appelle Pendo, donc cet assistant-là, où on peut aussi ouvrir le centre de ressources. Et s'ils ne sont pas déjà activés, activez les cookies ici, fonctionnels, pour avoir accès au centre de ressources. Alors, comme d'habitude, pour toutes les plateformes, vous avez aussi accès à cette adresse mail euh, que vous pouvez utiliser pour nous contacter si vous avez des questions. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer sur Insights. Et avant de passer sur Insights, très rapidement, Insights doit être là normalement. On va ouvrir comme ça. Juste pour vous montrer, si je fais une recherche sur, par exemple, on va faire ça. On va faire une recherche sur Maroc, toutes les publications où au moins un chercheur est basé au Maroc, il y en a 118 000. Je peux vous montrer quelque chose d'assez rapide si je prends les publications 2025-2024. Je vais en prendre une ici au hasard. Alors un instant, je vais en prendre une autre. Je vais en prendre une qui a été citée. On va pas prendre ces rapports globaux. Par exemple, celle-ci. Ok, peu importe. Donc là, en gros, Web of Science, c'est la plateforme où vous explorez la littérature scientifique. Insights, c'est pour analyser un gros volume de publications à partir ce qu'on appelle les métadonnées. Les métadonnées, ça va être les auteurs. On a même, pour certains d'entre eux, l'identifiant dans le Web of Science ou ORCID.
Ils ont publié cet article dans Food Chemistry en 2024. C'est une review. Ensuite, on a les adresses. Donc ça, c'est une collaboration entre chercheurs marocains et turcs, finlandais et colombiens. D'accord? Donc ça, c'est une publication qu'on va retrouver pour Agadir ici, pour Fès, à l'université Sidi Mohamed Ben Abdullah, à l'université Ibn Zour, et on a même quelqu'un donc du ministère de la Santé, Protection sociale, Fès, donc c'est un centre de recherche, je pense. Et aussi, bah, on a les informations liées au domaine. Donc c'est une publication en chimie appliquée, Food Science Technology, Nutrition Dietetics, nutrition diététique, et on a même cette classification au niveau des sujets. Donc ça parle d'absorption, d'accord? Alors juste pour voir, on n'a pas d'informations liées au financement pour cette publication-là, mais on a le nombre de citations, ok? Donc 71 citations, très important. Et ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est que là, pour cette publication, le premier auteur, c'est quelqu'un basé en Turquie, le dernier auteur en Colombie, et l'auteur correspondant, c'est celui qui est basé en Turquie. D'accord? Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on prend toutes ces données-là, on les package et on les met dans Insights. Alors voilà pour Insights. Ce qu'on pourrait faire, on pourrait faire un rapport pour les débutants, c'est un bon point de départ. On peut faire par exemple un rapport au niveau d'une institution. Alors, je vais voir ici, peut-être que j'en ai déjà un. Je suis en train de regarder cette institution-là. On va prendre, je sais pas moi, on va prendre Université Ibn Tufayl à Knetra. Donc ici, on a un rapport de cette université sur les 5 dernières années complètes, 2020-2024. Donc là, tout de suite, je vois que pas mal de publications physique, chimie, chimie physique, pardon, sciences des matériaux et ainsi de suite. Ensuite, on a la tendance, le nombre de publications euh, par année, l'impact par année, ou le nombre de citations. L'impact est assez élevé parce qu'on a la moyenne mondiale qui tourne autour de 1. Pour cette université, quand on normalise l'impact de cette université, on est à 20% plus élevé, autour de 20%. Ensuite, on a même les proportions de publications par quartile. Un tiers en Q1, un tiers en Q2, et le reste à peu près égal Q3, Q4 pour les revues. Ensuite, on a les sujets. On parle d'inhibition de corrosion, standard model, etc. Donc les différents sujets, donc très multidisciplinaire. Et ensuite, on a des données au niveau des collaborations. Par exemple, ici, collaboration à l'international. Bon, Maroc, on sait qu'on est ici, mais plus c'est foncé, donc collaboration avec la France, avec la Chine, euh, les États-Unis. Donc là, je vois où il y a l'Espagne aussi. C'est là où il y a le plus de copublications. Et là, je vois que ça tourne autour de 50%. 50% des publications de cette université, Knetra Ibn Tufayl, ont un auteur, un co-auteur, bon, un auteur, au moins un auteur de l'UIT, l'université Ibn Tufayl, Knetra, et un autre auteur en dehors du Maroc. C'est ça qu'on appelle une collaboration internationale. Et on a ici, bon, la physique c'est un peu spécial parce que c'est physique des particules, c'est les publications du CERN où enfin, on a tout le monde en fait, on a 3000, 4000, donc tout le monde qui travaille ensemble ici. Mais il y a des informations intéressantes. Par exemple, chimie multidisciplinaire, France, c'est le deuxième collaborateur après 28, la Palestine, sur la période 2020-2024. Chimie physique, pareil, Turquie, Palestine, pas mal de copublications. Sciences des matériaux, on voit la France, premier collaborateur. La Chine, là où il y a le plus de collaborations, c'est en chimie physique. Donc voilà, donc on a ce genre d'analyses qui sont possibles. On peut faire une analyse au niveau des journaux. Où est-ce que les chercheurs de CNETRA publient le plus?
par exemple. Est-ce qu'il cite des publications anciennes ou plus récentes? On peut s'amuser à faire ce genre d'analyse. Ok. Alors moi, ce que je veux faire pour l'instant, c'est que je vais commencer par vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc ça, les rapports, c'est relativement simple. On a juste à mettre l'entité qui nous intéresse, par exemple le nom du chercheur, la période, et on fait un rapport sur toute la carrière de ce chercheur, par exemple. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce que je vais faire, c'est que, alors, je vais effacer, enlever mes filtres. D'ailleurs, c'est un conseil que je vous donne. Quand vous faites des analyses, toujours commencer par enlever vos filtres. Ce que je vais faire, c'est que je vais cacher ces groupes. Ça, c'est des groupes que j'ai construits moi-même. J'ai fait des groupes de pays, les 27 pays de l'Union européenne, Asie-Pacifique, Australie, Nouvelle-Zélande, en excluant la Chine. MENAT, c'est Middle East, North Africa, Turkey, Amérique latine et l'Afrique subsaharienne. Je vais les cacher pour l'instant. Et je peux vous montrer, par exemple, de 2020 à 2024. OK, c'est la période, ce qu'on appelle les 5 dernières années complètes. Bah, la Chine est numéro 1 devant les États-Unis sur la période 2020-2024. On a 213 pays, 17 millions de publications. On pourrait s'amuser et dire où il est le Maroc ici sur les 5 dernières années. Donc là, ça vous donne une idée un petit peu des pays les plus actifs. Chine, États-Unis. Donc au Royaume-Uni dans son ensemble, ensuite Angleterre, individuellement, l'Allemagne, l'Inde, l'Italie, Japon, Canada, Espagne, Australie, France, niveau très similaire avec l'Australie maintenant. Et on pourrait descendre comme ça. Après, on commence à voir certains pays de la région, Turquie, Iran, Arabie Saoudite. Et on descend, on descend, on descend. Euh, et on pourrait dire que, je l'ai peut-être passé, le Maroc, sur les 5 dernières années, donc 2020-2024, 5 années complètes, 48 000 publications, classé 57e. Donc ça, on peut s'amuser à faire des classements comme ça. Quand on fait des classements, il faut être prudent parce que clairement, on ne va pas comparer le Maroc et la Chine parce que c'est pas le même niveau de population déjà de 1. C'est pas les mêmes capacités de recherche. Donc on va essayer d'être plus spécifique quand on fait des comparaisons. Donc ça, je vous parle de la comparaison tout de suite et après on parlera plutôt de l'aspect stratégie de la recherche ensuite. Donc là, je pourrais dire, je veux comparer le Maroc, je vais prendre des pays de la région, Tunisie, je vais prendre Algérie, peu importe. Je vais prendre Nigeria, je vais prendre en Afrique Kenya. Voilà. Donc, dire, voilà, j'ai pris des pays africains où je pourrais prendre toute l'Afrique. Et là, on voit, on a quelque chose de plus, c'est le même, plus ou moins le même ordre de grandeur. Et on pourrait s'amuser à regarder. Donc là, ça, c'est le au niveau du volume. On peut visualiser d'ailleurs. Euh, donc, vous vous rappelez, j'ai été dans Visual ici pour visualiser. Je veux rester sur le nombre de documents. Pour l'instant, ça me va. Et je veux voir une tendance. Et si je prends ici, par exemple, je vais prendre une période plus grande. Ça va vous donner une bonne idée de ce qui s'est passé. C'est là où on voit des changements. Donc le Maroc, c'est la courbe en bleu ciel. Ce que je vais faire, je vais rester à partir des années 2000. Je vais enlever 2025 vu que l'année n'est pas complète. Voilà. Bah, le Maroc classé deuxième en 2024, mais ça n'a pas toujours été le cas. Vous le voyez ici. Il était premier sur tous ces pays-là. C'était le premier en 2001. Et ensuite, il est rapidement passé euh, deuxième, troisième, quatrième. Il est resté quatrième pendant longtemps. Et repassé deuxième depuis 2022. Comparé avec, donc en violet, c'est la Tunisie qui était numéro 1 jusqu'à 2017. Et en vert, c'est l'Algérie. Donc ça, c'est l'Algérie en vert et en jaune, le Kenya.
Donc là, on peut comparer comme ça. Et c'est intéressant parce que quand on le voit, par exemple, ici, là, 2023 à 2024, il y a un grand boom. Et on se rapproche du niveau du Nigeria qui a une population quand même beaucoup plus élevée que le Maroc en termes de volume. C'est pour ça que au niveau des tendances, si je prends juste les dernières années, euh, ben, on peut regarder ce qui se passe au niveau individuel. Ok. Euh, donc ici, par exemple, je peux regarder, donc ça c'est au niveau du volume. Mais il n'y a pas que le volume. Il n'y a pas que le volume. Il y a d'autres indicateurs. Il y a ce qu'on appelle Category Normalized Citation Impact. Donc là, j'ai cliqué sur l'indicateur, donc ça me fait un autre tri. Et là, le Kenya passe numéro 1. Il publie moins, mais statistiquement, ils sont plus influents que la moyenne mondiale. Si vous avez participé à l'une de mes sessions il n'y a pas très longtemps, comment on fait ici? Je vais vous montrer, je vais vous donner un exemple. Je vais prendre une publication au hasard du Maroc. Supposons qu'on va prendre celle-là. Ok. C'est une publication en chimie qui a été publiée dans le journal de la chimie organique. Ok. C'est un article publié en 83. C'est une vieille publication. Qui est cité 3000 fois. Et en fait, là, ce qu'on demande à Insights, c'est quoi le niveau là? 3782 pour des publications qui ont plus de 40 ans, 42 ans. Donc, Insights va me dire que pour ce domaine, pour ce type d'article, de publication, le niveau moyen, c'est 22 citations. C'est la moyenne. C'est ce qu'on attend dans ce domaine-là pour des publications aussi âgées. Donc, on fait 3782 divisé par 22,81. Et ça va me donner un impact normalisé de 165. C'est-à-dire que cette publication-là, elle a reçu 165 fois plus de citations que la moyenne mondiale. L'analogie que je prends, que je fais toujours, c'est un étudiant qui vient, qui vous dit, j'ai eu, je sais pas moi, 75 sur 100. Si la moyenne du groupe, c'est 50, il a un score normalisé de 75 divisé par 50, il a un score normalisé de 1,5. Son score est 50% plus élevé que la moyenne du groupe. S'il vous dit, je sais pas moi, un autre examen, il a eu 40 sur 100. On pourrait se dire, ouais, c'est pas top, 40 sur 100. Mais après, on regarde que la moyenne du groupe, elle est de 20. Bah, il a un score normalisé de 40 divisé par 20, 2. Ça fait 2. Donc, il a un score 100% plus élevé que la moyenne du groupe. Même si la note, elle apparaît pas exceptionnellement élevée, et 40 sur 100 quand la moyenne est de 20, ça donne une note relativement élevée. Donc c'est ça qu'on fait, mais avec les citations, en prenant trois informations. Le nombre de citations, donc dans le domaine, donc le domaine, l'année de publication et le type de document. Donc ça, c'est ce qu'on fait quand on fait du benchmarking, c'est-à-dire de la comparaison d'entités. Alors là, j'ai regardé les pays, mais je peux faire la même chose pour les institutions. Et là, on pourrait regarder, c'est ce que fait le ministère, par exemple, donc CNRST ou ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche, ou dans les pays en général, on va mettre un filtre, on va regarder, donc on a à peu près 20 000 institutions, et on va regarder ici, au niveau juste du Maroc, quelles sont les institutions qui existent dans le Web of Science et dans Insights. Donc là, Insights me dit qu'il connaît 25 institutions qui ont publié 44 000 publications sur les 5 dernières années. Donc là, l'université Mohamed Khamis Sarbat apparaît en tête, ensuite l'université Hassan Thani à Casablanca, et ainsi de suite. Et là, on pourrait se dire, oui, mais comme on l'a vu tout à l'heure, il y a des universités ici qui sont plus récentes et même plus petites. D'accord? Par exemple, pas que des universités d'ailleurs, il y a aussi des organisations, comme on le voit ici, Mincer, c'est une fondation, c'est pas une université. Il y a des universités plus récentes aussi. Par exemple, l'UM6SS, Université Mohamed Sadis Sciences de la Santé.
Et donc, on pourrait se dire, oui, voilà, les institutions ici, elles n'ont pas le même nombre de chercheurs, donc forcément pas le même nombre de publications et aussi pas le même historique. D'accord? Donc là, ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on peut regarder de nouveau, si je clique sur l'impact, on a l'UIR, donc l'Université internationale de Rabat, qui apparaît en tête, 46%, l'impact 46% plus élevé que la moyenne mondiale. Ensuite, on a l'UM6P, l'Université Mohamed Salis Polytechnique, en termes d'impact. Donc, il publie moins que ce qu'on a vu tout à l'heure, l'Université Mohamed Khamis, etc., mais l'impact est relativement élevé. Ensuite, on a Nasser, ensuite, on a l'Université Ibn Mellal, et ainsi de suite. D'accord? Bon, la bonne nouvelle, c'est que on a quand même 12 universités ici, voire même quasiment 13, 14, 15, où l'impact, je vais même dire 16, où l'impact, il est supérieur ou égal à la moyenne mondiale. Donc, la recherche a un certain niveau d'impact ici. Après, je pourrais aller plus loin. C'est ce que je dis dans la présentation. Je peux cliquer sur les publications ici. C'est une autre recherche, en fait. Je peux aller voir les publications dans le Web of Science. Ou je peux dire à Insights, est-ce que tu peux me donner les chercheurs affiliés à l'UM6P, par exemple? Donc ça, je vais changer de perspective. C'est les mêmes données, d'accord? 4400 publications, mais je ne veux pas la liste des publications. Bon, je sais que c'est l'université, mais maintenant, je veux la liste des chercheurs. Et la liste des chercheurs ici, donc c'est une autre analyse. Vous allez voir que là, Insights va comprendre que c'est une autre analyse où, en gros, il me dit, je veux lister des chercheurs affiliés à l'UM6P qui ont basé au Maroc, qui ont publié dans les 5 dernières années. Donc on trouve Hassan, Mansour, etc. Donc ça, c'est on va dire, les chercheurs affiliés à cette université-là. OK? Donc voilà le type d'analyse. Après, je peux repartir sur les institutions si je veux passer sur une autre institution. Et je peux même ici faire la même chose et me dire, OK, l'UIR, ils ont l'air d'être assez influents ici. Ou même Masser, par exemple, sur la fondation sur cette fondation-là, quels sont les sujets de recherche sur lesquels ils travaillent. Donc là, on fait plus de la comparaison, on est un peu plus curieux. En gros, on a envie de comprendre ce qui se passe. Qu'est-ce qu'ils font exactement comme recherche. Donc là, je peux aller voir les chercheurs qui collaborent avec eux, les locations. Locations, ça va être les pays, les États avec qui Masser a collaboré. Moi, ce qui m'intéresse jusqu'à maintenant, c'est les domaines de recherche. Et les domaines de recherche, c'est ce que je disais tout à l'heure dans le Web of Science, on a différentes classifications de la recherche. On a des domaines très larges, par exemple chimie appliquée, mais c'est très vaste. On a le sujet de recherche, l'absorption. On va avoir ce qu'on appelle les ODD, Objectifs de développement durable des Nations Unies. Et on peut représenter ça. Et là, Insights me dit que Nasser, donc au Maroc, sur les 5 dernières années, ils ont contribué à 91 domaines de recherche. Mais ces domaines de recherche, ils restent relativement vastes. Donc, je vais changer et je vais dire, je veux les citation topics, où là, ça va beaucoup plus me parler. Et là, sans lire les 446 publications, je sais que très rapidement, les chercheurs de Manser ou affiliés à Manser, ici, eh ben, ils travaillent beaucoup sur les composites cellulose, la photocatalyse, et ainsi de suite. Les multiferroïques, bref, pas mal de chimie ici. Peut-être un peu de maths, là, Standard Model. Euh, l'absorption, et ainsi de suite. Donc là, ça me donne une idée de si moi, stratégiquement, dans mon objectif de carrière, j'ai envie de, un jour, travailler soit avec Mincer ou peut-être travailler à Mincer, par exemple, ou travailler avec d'autres instituts à l'étranger. Là, je regarde le Maroc, mais on peut regarder ce que fait Google, par exemple, Facebook, Total, je ne sais pas moi, Exxon, et ainsi de suite, les constructeurs automobiles. Si je veux approcher, je ne sais pas moi, Renault, et je sais que Renault, ils construisent des voitures, ben, je peux m'intéresser à ce que fait Renault, par exemple, ou dans le secteur automobile, qu'est-ce qui se passe exactement. Donc là, moi, par exemple, ben, je vais m'intéresser, je vais lire les publications, et je dis, ah, OK, ils sont intéressés par ces questions de recherche.
Bah, je vais lire déjà, je vais me documenter sur les sujets de recherche, comme ça, je sais pas moi, je suis capable d'avoir un entretien, une discussion et parler un petit peu, connaître les termes techniques et pourquoi pas publier aussi sur le même sujet et prendre cette publication-là, l'intégrer dans mon CV en disant voilà. Et ça permet de, d'établir des discussions. Par exemple, sur la photocatalyse, ici, là, je peux même aller plus loin. Donc moi, je sais que, bah déjà, je le sais, c'est Mincel. Je vais prendre une publication, par exemple ici. Donc ça, j'ai l'impression que vu le titre, c'est une synthèse de littérature. Ouais. Progrès récent, c'est une review. Je m'intéresse plutôt aux articles. Je vais prendre les articles et je vais prendre l'article pour l'instant. Voilà. Et donc là, j'ai la liste des auteurs et je sais, vous avez compris qu'il y en a un qui est affilié à Mincer, c'est le numéro 5. Numéro 5, c'est qui? Samir, ici. Voilà. Et il était à Grenoble. Ensuite, CNRS, Pnetra, et maintenant il est à Mincer. Voilà. Et donc, bon, je pourrais regarder un petit peu ce qu'il fait exactement. Euh, bon, cette publication, elle date un petit peu. Je pourrais faire la même chose sur, voilà, ben, j'ai son adresse mail. J'ai même son adresse mail, Masser. Samir Brish, Masser.ma. Voilà, donc c'est comme ça aussi qu'on peut être stratégique en utilisant les données des publications. Et vous avez vu, là, ça fait à peu près 1 heure qu'on discute, mais ça fait peut-être 15-20 minutes que je fais des analyses. Et là, je peux faire la même chose. Et là, juste 2 clics, vous allez voir, je me dis, OK, ça, c'est le sujet qui m'intéresse. Je vais enlever Masser. Je vais regarder au Maroc qui travaille sur ce sujet-là. D'accord? Et je vais avoir 222 publications, je rechange, et ainsi de suite. Et même au niveau mondial, qui travaille sur ces composites. Donc là, je vais changer, je veux voir maintenant les institutions. Les institutions ici, et après, je peux même mettre un filtre. Peut-être que l'industrie soit intéressée par ce sujet de recherche. Alors, je connais pas du tout, c'est pas du tout mon domaine. Je sais même pas c'est quoi, des composites de cellulose. Mais je vais mettre un filtre sur l'industrie, par exemple. Et on va trouver que on a toutes ces entreprises-là. Bon, il y a des noms connus ici, hein. Ford, BASF, EDF en France, Nestlé, et ainsi de suite. Sabic en Arabie Saoudite, qui sont intéressés par ces questions de cellulose. Volkswagen, secteur automobile apparemment, et ainsi de suite. Et là, je peux changer, hein, je peux changer de, de sujet. Là, j'étais au niveau mondial, alors pas mal de pharmacies. Roche, AstraZeneca, Pfizer, mais on a aussi la technologie, Huawei, Microsoft, Samsung, etc. Et là, je peux dire, OK, moi, je m'intéresse à juste ce qui a été publié cette année. Je veux les publications récentes. Voilà, et donc c'est comme ça aussi qu'on garde, on peut avoir une idée de ce qui se fait dans un domaine de recherche spécifique. Alors, il y a 3 questions que je vais prendre maintenant et après je vais vous montrer une dernière chose. Comment peut-on analyser les publications autour d'un thème spécifique et identifier les chercheurs qui y trompent? Bah, je l'ai fait. Euh, comment on fait? C'est simple. On va faire. Alors, votre question, vous avez vu, question de Malika ici. On veut identifier les chercheurs qui y contribuent. Donc, c'est une analyse de chercheurs. En résultat, je veux une liste de chercheurs. Ensuite, je vais mettre un filtre. Donc, le thème, donc ce que je vais faire là, je vais enlever mes filtres précédents. Donc, je peux faire cette analyse-là au niveau mondial. Et ce que je vais faire, c'est que je vais rester sur les 5 dernières années. Et là, la question, c'est comment peut-on analyser les publications autour d'un terme spécifique. Donc, on a un filtre, on va mettre un filtre sur le domaine de recherche. Le domaine de recherche, soit on reste vaste, on peut prendre Web of Science, mais on a plein de classifications de la recherche. On a ceux de l'OCDE et ainsi de suite. On a un citation topic qui est assez précis. Donc là, par exemple, si je prends le micro, donc là, par exemple, bon, là, faut faire une recherche. Je vais mettre, par exemple, deep learning. OK, domaine de l'intelligence artificielle. Normalement, il y en a un. Alors, c'est peut-être au niveau macro.
Toujours pas. Ce qu'on peut faire au niveau micro, en fait, je vais vous montrer. On a 10 macros. Donc, un, c'est les sciences de la santé, sciences cliniques, chimie, et ainsi de suite. OK? Physique et etc. Donc là, par exemple, supposons que moi, ce qui m'intéresse, c'est l'ingénierie électrique, électronique, au hasard, hein. Donc, c'est numéro 4. Donc là, ce que je vais faire micro et je vais juste commencer à taper 4 points, et il va me lister des sujets qui, si vous faites partie du domaine, normalement, ça devrait vous parler. D'accord? Par exemple, euh, reconnaissance d'un texte écrit, par exemple. Alors, pour votre information, dans la section Help, vous avez la liste de tous ces sujets. Si je mets Citation Topics ici, j'ai juste été dans la section Recherche. Vous pouvez les télécharger. Voilà, il y en a, ça c'est mis à jour chaque année. Il y en a 1441 sujets de recherche. Donc 10 au niveau macro, 326 au niveau méso et 2478 au niveau micro. Donc là, si je reviens ici, voilà, donc ça c'est une recherche et Insights me dit il y a 16 000 chercheurs qui ont publié au moins un papier sur ce sujet de recherche, reconnaissance de texte manuscrit. Ok. Est-ce que tous les articles publiés dans d'autres journaux sont comptés dans le classement ou seulement qui sont publiés dans WOS Scopus? Non, que Web of Science. Donc ça c'est Web of Science Core Collection. Alors, deux questions de Amel. Est-ce qu'elle propose également des publications en arabe? Dans Web of Science Core Collection, on a des publications en arabe. Donc, si elles sont indexées, c'est-à-dire qu'elles sont publiées dans les journaux indexés, elles apparaîtront ici. Et la deuxième question, est-ce que cette plateforme sert de référence dans le cadre des recrutements? Ça dépend. Moi, j'ai vu des institutions utiliser ça. En Arabie Saoudite, par exemple. Ils vont comparer des profils de chercheurs ou même aux Émirats Arabes Unis, j'ai vu pour identifier les talents, ils utilisent ce genre de plateforme. Donc ça dépend beaucoup de votre institution, mais ces données-là, elles sont souvent utilisées pour complémenter votre CV, les entretiens et ainsi de suite. Mais ça dépend beaucoup de votre contexte. Mais c'est pas le cas de toutes les institutions, parce que toutes les institutions n'ont pas forcément accès à cette plateforme. Qu'est-ce qui fait qu'un article figure sur le Web of Science ou non? Oui, bah, c'est tout simplement le fait d'être publié dans un journal dit indexé, c'est-à-dire les journaux qui respectent nos critères de sélection. Je vais regarder dans la section Q&A et je, je sais qu'on a encore quelques instants. Euh, oui, les attestations elles seront envoyées par mail. Oui, question d'Abdelkrim, c'est quoi la différence entre macro et micro? Bah, c'est comme au niveau d'une institution, il est affilié à la faculté de chimie, par exemple. Ok, mais dans la chimie, on a chimie inorganique, chimie organique, chimie appliquée, chimie physique, et ainsi de suite. Et dans la chimie physique, on va avoir d'autres sujets. Donc, c'est juste différents niveaux. C'est juste une classification, on va dire, ça c'est de la chimie, mais voilà, les chimistes, ils vont dire, non, on va être un peu plus précis, c'est de la chimie inorganique, par exemple, ou de la chimie appliquée. Et en chimie appliquée, non, 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 ça parle de tel sujet. Donc le micro, en gros, c'est le sujet de recherche, d'accord? Ensuite, on a un niveau supérieur de discipline, et ensuite, on a le domaine dans son ensemble. Euh, ok. Ok, alors Toulia, je vois merci beaucoup dans la section questions-réponses. Tu as déjà répondu à pas mal de questions. Ok. Euh, ouais, dernière chose que je vais vous montrer dans Insights, c'est le Research Housing Navigator. J'ai fait un webinaire récemment sur ce sujet. Euh, Très important, c'est un outil très très important quand on veut faire de la recherche. Dans son ensemble, dès le départ, on veut avoir cette idée de contribution, mais aussi de nouveauté. Et ça vous donne une idée des sujets émergents. Ce qu'on peut faire ici, c'est qu'on peut explorer par domaine.
on peut se dire en informatique, par exemple, ou en médecine clinique, quels sont les sujets émergents? Donc il y a une méthode derrière qui utilise des citations à partir des publications, fortement citées et qui définissent ce qu'on appelle un sujet émergent. Je vais vous montrer un exemple. Si je prends, je vais prendre mon domaine, tiens, je suis un peu curieux, on va regarder, heu, information science. Donc, on a système d'information, je vais prendre celui-là pour l'instant, sciences de l'information. Quels sont les sujets? Insights me dit: «Il y a 14 sujets émergents» et en fait, ce qui revient assez souvent, c'est, la comparaison des outils bibliométriques. Ensuite, on a des dynamiques dans Covid-19. Ensuite, on a les analyses bibliométriques, tendances et ainsi de suite. OK? Donc là, je pourrais me dire, poser la question, me dire: «OK, ce sujet-là, de quoi ça parle?» Et là, je vais avoir une cartographie de ces publications, les publications les plus récentes, mais aussi les plus influentes. Donc par exemple, celle-ci, elle a été, citée 219 fois. OK? Hem, donc après, je pourrais prendre, et après je pourrais aller voir les détails de ce sujet. Sur le sujet ici, donc on parle de bibliométrie, donc on a un domaine assez multidisciplinaire, 0,81, c'est très élevé. Donc là, il y a un mélange en fait. C'est normal parce que c'est des sciences de l'information, donc on va prendre des publications de tous les domaines. Ensuite, on va regarder qui est actif sur ce sujet. Donc on a l'Université de Granada, Almeria, Malaisie, Johannesburg, etc. Et on va regarder quelles sont les publications qui contribuent à ce sujet émergent. D'accord? Donc on compare par exemple ici Web of Science, Scopus, etc. Et on va regarder euh, qui contribue donc à ce sujet, les institutions, mais aussi les financements, les auteurs et les pays. D'accord? Voilà. Si on ne sait pas, ben, on peut aussi repartir sur le sujet ici et dire, voilà, je sais pas moi, par exemple, vitamine C. Est-ce qu'il y a des sujets émergents qui étudient la vitamine C? Et la réponse est oui. Donc, par exemple, ici, conditions cardiovasculaires, etc., etc., antioxydants, etc. On peut regarder aussi au niveau, parce que ça, c'est souvent une question qui revient, par exemple, au niveau des sciences sociales. Quels sont les sujets émergents? Je ne sais pas moi, par exemple, en sociologie. Je suis intéressé, par exemple, sociologie, c'est quoi les sujets émergents? Bah, on va avoir l'apprentissage automatique ou machine learning, l'analyse de texte dans les sciences sociales. On va avoir quoi d'autre? Bref, pas mal de questions ici qui reviennent sur ces sujets. Oui, alors ça, c'est une question de Malika. Pour les articles publiés sur les journaux en ligne, indexés sur Web of Science et payants, est-ce qu'ils figurent aussi sur le site? La réponse est oui. Une autre question, comment Insights prend-il en compte les spécificités des publications juridiques souvent locales et peu présentes dans le Web of Science? Alors ça, par exemple, si je prends sur publications juridiques, si je prends est-ce que je l'ai là? Pour Law, en fait, on a ici 39. C'est souvent, je pense, un a priori, ce que pensent pas mal de gens, où il n'y a pas beaucoup de contenu juridique. C'est pas du tout vrai. Pareil pour les sciences sociales, sciences économiques. Donc pour le droit, on va avoir ces sujets émergents. Donc la cybersécurité, par exemple. Dans le droit, ben, comment on fait pour réguler l'intelligence artificielle? Donc ça, c'est que des questions, c'est que des questions nouvelles, c'est des questions émergentes ou relativement récentes. Et on le voit, c'est des questions qui ont été traitées relativement récemment, 2023, 2024, etc.
d'accord? Les questions liées aux droits d'auteur, dans les systèmes, d'intelligence artificielle générative. Je suis sûr que vous avez entendu parler, il y a 1, 2 mois où il y avait toute cette vague d'images là, vous savez, de cette maison, du manga là qui fait, studio, d'images où tout le monde s'est amusé à convertir ses photos en manga. Bah, ces systèmes, ils ont été formés sur des mangas ou des dessins qui avaient des droits d'auteur. Donc, comment on fait? Comment on étudie ces questions-là? Donc là, tout ça, c'est des sujets émergents. Hem, OK, bah, je pense que j'ai fait le tour. Toulier, je ne sais pas si j'ai raté des questions, section questions-réponses? Je vois pas d'autres questions. Vous avez effectivement fait le tour des questions. OK, Il y a des questions qui se répètent sur les attestations. Donc l'enregistrement et l'attestation seront envoyés par, monsieur Louahi, à tous les participants par email. C'est ça, Jamel? c'est ça. Les attestations à tous les participants et l'enregistrement à tous les inscrits. Voilà, ainsi que le lien pour télécharger la présentation et je le partagerai avec, l'IMIST qui le partagera sur, les réseaux donc Facebook et YouTube, c'est Chaîne ça? YouTube, oui. Et Oui, c'est YouTube, ça. la chaîne YouTube. Alors, bah, ça sera tout. Merci à toutes et à tous pour votre, participation. C'était un grand plaisir. Merci pour toutes les questions. Hem, vous recevrez toutes les informations, mes coordonnées et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Merci, Jamel, et je voudrais juste rappeler que c'est la dernière session de notre cycle de formation qui Oui, arrivait pour, ce semestre. Donc on va reprendre inch'Allah plus tard, a priori en mois de septembre, notre un deuxième cycle. Et on pourrait également avoir une session de formation en présentiel. On est en train de discuter ce point. Donc, si, s'il y aura deux sessions en présentiel, on va vous en informer. Et d'ici là, je vous remercie pour votre présence et votre participation dans tout le cycle de formation que nous avons organisé, soit avec l'arrivée, soit avec les autres fournisseurs d'accès éditeurs. Merci beaucoup. merci Touria. Au revoir tout le monde et Merci. à très bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum. Inch'Allah. Voilà.